Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission de formation. Comme Pierre Lynch, qui est président national de la QDR et qui est en face de moi, avait beaucoup de choses à dire, on a décidé de doubler la durée de l'émission et nous nous en réjouissons. Aujourd'hui, après avoir défini qu'est-ce que c'est qu'un président, qu'est-ce qu'il fait le président, on va essentiellement parler du plan d'action de la QDR. Est-ce que c'est un plan annuel, bisannuel? C'est bisannuel, hein, je pense? Non, c'est un plan annuel. Oui. Mais on a un plan stratégique habituellement qui est basé sur 3-5 ans. Mais le plan d'action est annualisé. Bon, alors, quel est le plan d'action? Par où ça commence? J'ai l'impression que ça sent plutôt le redressement, la restauration, quand on pense à tout ce qu'on a échangé comme propos la dernière fois. Bien, effectivement, la dernière fois, j'ai parlé des deux critères les plus importants du plan d'action, qui étaient la communication, le rétablissement d'unité, puis la question là, de fournir les outils pour être capable d'accomplir la mission. Alors, dans le plan d'action de cette année, on a mis l'insistance ou la priorité justement sur les communications. Premier geste qu'on a fait, on a demandé à notre comité de support aux sections de faire des appels mensuels auprès de chacune des sections. Donc, en d'autres mots, communiquer avec chacune des sections pour leur mentionner ou leur exprimer ce que le CA de la QDR nationale avait fait au cours du dernier mois, des activités, des projets qui sont en marche, mais aussi de leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont comme demande? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Est-ce qu'ils ont des commentaires à nous faire, des suggestions? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes un plan d'action, finalement? Tout le monde est supposé d'avoir un plan d'action. Oui, pas forcément le même qu'au national. Ah non. Dans le plan d'action, il y a toujours des orientations, puis sur chaque orientation, il y a des objectifs. Alors, exemple, là, une des orientations, c'est de s'assurer de la bonne marche de l'organisation. Donc, les autres sections utilisent les mêmes orientations, mais peuvent mettre des objectifs qui sont différents, parce que dépendant de leur situation. Oui, puis parfois, il y a des sections qui marchent très, très bien, de façon autonome, alors qu'au national, c'est plus compliqué. D'autres fois, c'est l'inverse. La situation est très vivante, très, très diversifiée, finalement. Effectivement. Bon. Alors, restaurer les droits, la défense des droits, c'est pas évident parce que les aînés, ils ont les droits de tout le monde. La Charte des droits et libertés, tout ça, c'est tabletté quelque part, mais pas forcément respecté. Les droits des aînés, c'est les droits de tout le monde, mais ils sont souvent méconnus, bafoués, j'allais dire par les retraités eux-mêmes. Les retraités eux-mêmes sont comme des fois opprimés par la vie et donc se disent moi, je suis passé entre les gouttes d'eau, j'ai eu une vie douloureuse, difficile, familialement, professionnellement, etc. Je ne vais pas me mêler de politique. Donc il y a une résistance par rapport à ça, à la défense des droits. Il y a une résistance, mais il faut aussi regarder, là, on a dans nos aînés deux générations actuellement. Oui. Bon, la génération la plus âgée, ben, tu sais, quand on arrive passé 75, à un moment donné, on a moins d'énergie, on est moins intéressé par les petits... Attention à ce que vous allez dire. Oui, c'est ça. Ben, des fois, on est moins... Je parle pour la majorité des gens. Il y en a d'autres qui sont des exceptions, mais moi, je fonctionne toujours avec la loi de Pareto, ça fait que je vais avec 80% des gens. Donc, je me dis, ils ont moins d'énergie, intéressés à vivre des problèmes, ils en ont vécu dans leur vie, puis ils n'en veulent plus. Ils veulent avoir quelque chose de plus paisible. Puis on a l'autre génération qui vient tout juste, mettons, de terminer le travail, viennent de commencer la retraite, puis à un certain moment donné, ben ils sont plus, disons, intéressés à continuer des fois le combat. Donc, ils sont plus imprégnés là, du fait là, d'aller défendre les droits comme tels. Alors, au bout de la ligne, vu qu'on a deux générations, puis des fois on peut en avoir une troisième, parce qu'on a des gens de 50 ans qui sont encore au travail. Fait qu'on a des divergences, mais tout le monde a des droits, comme vous avez dit, puis tout le monde a un problème à un niveau ou à un autre avec le fait de faire respecter leurs droits. Que ce soit en santé, que ce soit au niveau du revenu,
il y en a plusieurs qui voient des injustices qui sont là, soit qui ont été créées par l'instauration de lois ou de directives, ou peu importe, là, mais ils se sentent lésés parce que eux, ben, exemple, quand j'arrive à la retraite, à un certain moment donné, je n'étais pas affecté avant ma retraite, j'avais des revenus qui étaient variables. Là, j'ai un revenu fixe. Puis là, ben, à un moment donné, je regarde le niveau du revenu que je reçois, puis je sens qu'à un moment donné, c'est pas équitable par rapport à ce que je devrais avoir. Fait que des droits comme ça, là, il y en a une quantité industrielle. Oui. Puis actuellement, les droits les plus importants, qui sont les plus escamotés, c'est ceux au niveau de la santé, parce que malheureusement, ce qu'on arrive, à cause de la COVID. c'est ça, la COVID entre autres. Voilà. Mais aussi, par exemple, l'indexation, c'est-à-dire chaque année, là, le pouvoir d'achat se grignote et du retraité rêveur de départ, on arrive au retraité qui sent l'injustice, qui se replie, qui diminue son intervention, et peut-être qu'il arrive à 75 ans avec une certaine fatigue et perte d'énergie. En plus, les droits collectifs, ça c'est compliqué, hein? C'est parce qu'on est dans une période plus individualiste. On se dit, ah, j'ai été bafoué dans mes droits, par exemple, je divorce, bon ben là, je vais payer un avocat, ça va me coûter ce que ça coûte, ou bien je vais à l'aide juridique, et puis ça va s'arranger devant les tribunaux éventuellement, donc un arbitrage individuel. Mais des droits collectifs, de quoi vous parlez? Ouais, c'est un bon point, ça. On est en Amérique du Nord. Oui. Bon. On subit une grande influence de la part des Américains, puis les Américains, eux autres, ils ont une culture de droit individuel. Fait que le droit individuel, c'est qu'est-ce qui prime sur toute autre chose. Là, on vient de passer à la COVID. Il y a des droits collectifs qui existent. Les droits collectifs, ça s'appelle les lois, les directives, tous les règlements qu'on a adoptés comme société qui nous permettent là, de se prévaloir de droits de base, qui sont soit dans la Charte des droits du Canada, du Québec, et ainsi de suite. Là. Fait que, je prends l'exemple actuellement, là, je vois beaucoup de gens qui se plaignent que leur liberté d'expression est réduite à cause de la COVID parce qu'on les oblige de porter un masque. En passant, on est au moins 2 mètres, je n'ai pas de masque. Et je respecte les consignes. Ben oui, bien sûr. Mais au bout de la ligne, la question de porter un masque pour respecter les droits collectifs est prioritaire actuellement à cause qu'on a instauré un état d'urgence. L'état d'urgence, là, ça a une limite. À un certain moment donné, ça va se terminer lorsque nos gens de la santé publique vont nous le dire. Puis à partir de ce moment-là, certains droits individuels vont être réinstaurés ou vont être remis en place. Il faut à un certain moment donné avoir un certain équilibre entre les droits collectifs et les droits individuels. On ne peut pas défendre un droit qui va interférer avec le droit des autres. Il faut que ça ait une relation avec les droits de la collectivité en place. Pas toujours facile, là. Puis je peux comprendre les gens, des fois, qui vont se sentir, parce que dans tout le domaine, il y a tellement d'intervenants. Là. Je prends un exemple des aînés dans une résidence de personnes âgées, où ce qu'on les empêchait de sortir, ou qu'on leur demandait de sortir avec un chaperon ou un accompagnateur. Par la porte de garage arrière. C'est ça. Ça fait qu'il y a des gens qui ont mal interprété la consigne, puis c'était inacceptable. Mais au bout de la ligne, le fait de limiter les gens et de leur demander de se confiner chez eux, c'était pour leur propre protection et la protection des autres gens dans la société. Oui, autrement dit, les droits ne sont pas seulement limités à cause de la position sociale, des fois la couleur de peau, le racisme aux États-Unis, mais l'agisme ici. Les droits sont limités pour notre propre liberté, finalement, et pour assurer à la population l'avenir qu'elle mérite, tout simplement. Mais quand je dis simplement, c'est pas simple. Non. D'où, dans le plan d'action, non seulement les communications dont tu as parlé tantôt, mais la formation. Et ça, c'est une tâche presque insurmontable quand on sait
d'où on part. Bien, on a un plan d'action qui est assez agressif, là, mais l'objectif, il est à deux niveaux. Il faut qu'on donne les outils à nos sections pour être en mesure de se sentir à l'aise à l'intérieur du mouvement. Donc, la première des choses, c'était de donner des formations. Des formations pour aller recruter des nouveaux bénévoles, les conserver en place. Des formations sur savoir quels sont les outils, quelles sont les façons d'aller défendre les droits. À un certain moment donné, comment utiliser les médias, comment utiliser les élus, comment utiliser la mobilisation sociale, et ainsi de suite. Il y a eu plusieurs moyens, là. À un certain moment donné, il faut qu'on puisse leur donner une formation de base là-dessus. C'est ce qu'on va faire. Une formation de défense de droit de 2 jours qu'on va offrir à toutes les sections pour être capable de mobiliser et de bien savoir comment se comporter. La formation phare, qui était une formation de recrutement et d'encadrement des bénévoles, qui était déjà en marche, on va continuer à l'offrir. C'est une formation qui dure 3 heures, puis ça donne un petit peu plus d'outils aux membres des conseils d'administration pour aller de l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire, phare? Je vais vous dire franchement, je me souviens plus. Formation au recrutement? Formation au recrutement, quelque chose du genre, mais des fois avec certains anachronismes là, ou certaines abréviations, j'en perds mon latin. On peut orthographier ça, les gens peut-être sont dit, tiens, formation phare, ça éclaire dans la nuit. Mais c'est le nom de l'organisme qui nous fournissait la formation. Puis on va avoir aussi une formation de gouvernance parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une grande rotation de personnel à l'intérieur, soit des permanences, soit des conseils d'administration. Puis les gens ont besoin de savoir un peu là, quelles sont les bases là, pour une bonne gouvernance dans un organisme sans but lucratif, qui sont un petit peu différentes du monde professionnel, là. Donc à un moment donné, on a besoin d'avoir ça. Et que ça, c'est les deux éléments, là, la communication bidirectionnelle que j'ai parlé lors de la dernière rencontre. C'est une communication mensuelle. Puis on a beaucoup d'autres initiatives qu'on met en place. On va partir d'une campagne de publicité pour faire connaître un peu plus le QDR là, au niveau des médias. Donc, à un moment donné, pour qu'ils reconnaissent le QDR comme ils reconnaissent la FADOC, ça sera le fun. C'est une première chose. On va aussi avoir d'autres initiatives là, qui vont adresser les problèmes là, d'outils entre les mains là, pour être capable d'aller de l'avant, des outils d'information. On a fait l'embauche dernièrement d'une personne aux communications à la QDR nationale. Donc, cette personne-là va faire de la veille médiatique, va produire des communiqués de presse, va créer des liens avec les journalistes pour mieux être capable de propager le message et la mission de la QDR. Fait qu'on a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. C'est sûr qu'ils vont être... Ces initiatives-là sont en préparation. On m'a rappelé que ça fait seulement que depuis le mois de juin qu'on est là. Donc, on est rendu au mois d'août. Ça fait 3 mois. C'est sûr que notre premier test, notre premier échange en face-à-face, parce qu'on n'a pas eu de face-à-face depuis des mois, va être à l'Assemblée des présidents au mois d'octobre, les 6 et 7 octobre, à moins que je me trompe, à Shawinigan. Donc, à ce moment-là, on va être en mesure là, de mieux discuter avec nos membres, nos différentes sections, pour vérifier puis s'assurer qu'on a pris les bons moyens pour remettre sur pied puis revenir à la mission de base. On verra comment on est rendu à ce moment-là. On approche. Oui. D'ailleurs, l'Assemblée des présidents, on va terminer là-dessus, mais c'est aussi un outil pour écouter ce qui se passe, comme on dit, en bas, mais à la limite, il n'y aura plus d'en bas, j'espère. C'est-à-dire qu'il y aura une démocratie interne qui va permettre à toute la diversité des membres de la QDR de s'exprimer à travers les 34 ou 40 présidents, 40 présidents. Ça va faire un joyeux débat, peut-être un joyeux chahut. J'espère qu'il va être joyeux en tout cas. Êtes-vous optimiste? Oui, je suis optimiste dans le sens que si on a bien écouté ce qu'on nous a mentionné depuis 4 ou 5 ans, puis pour peu importe la raison, on n'a pas été capable de le mettre en place parce qu'il ne faut pas oublier, là, au cours des 5 dernières années, on a vécu un problème financier important. On n'avait pas de support de la part des instances gouvernementales au niveau du financement. Tout ça a débloqué en 2018, c'est tout récent, là. Donc là, on a les moyens financiers. Éventuellement, ça va nous permettre d'avoir les moyens de ressources humaines de faire les choses. Donc, je crois qu'à un moment donné, on va être capable de passer à une autre étape. Mais comme vous l'avez dit,
C'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une bouche. Il va falloir qu'on écoute 2 fois plus qu'on parle. Puis moi, je suis une personne assez verbomoteur, là. Malheureusement, je parle beaucoup. Non, non. Mais il va falloir qu'à un moment donné, l'Assemblée des présidents, c'était une plateforme qui permettait aux présidents d'échanger entre eux. Ça fait au moins 4 ans qu'on n'échange pas entre nous. On a soit des conférences ou des... C'est pas ça que les membres veulent avoir. Les membres veulent être capables d'échanger entre eux sur les problèmes, sur la mission, sur les différents enjeux qu'ils font face présentement. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Je trouve qu'on a fait en 2 émissions au moins le tour j'allais dire, du courant à chaleurisé et à diffuser à travers la défense et la promotion des droits avec la QDR. Alors, merci beaucoup. La semaine prochaine, nous recevons Serge Seguin, le monsieur qui met en pratique tous les principes et les enjeux dont nous avons parlé ou que nous avons constatés. Merci beaucoup et bonne semaine.